Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d'industrie, Mesdames et Messieurs, je crois que le discours que vient de tenir votre représentant n'est pas le discours habituel des commerçants détaillants. On dirait le ministre des Affaires étrangères du monde des affaires à la tribune des Nations Unies. Parce que c'est un discours complet. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à ajouter, sauf à dire que le gouvernement de transition que nous avons l'honneur de diriger sous la haute direction du président de la transition, en réalité il tient debout aujourd'hui grâce au soutien des Maliens. Après l'embargo que vous avez condamné dans votre discours, certains avaient prévu une durée de vie de 10 à 15 jours pour ce gouvernement. Il a tenu, pas seulement grâce à l'anticipation dont a fait preuve le gouvernement et le chef de l'État, mais surtout grâce au soutien des Maliens. Et ce soutien, il s'est exprimé de différentes façons. La première façon, c'est l'approvisionnement du pays en denrées de première nécessité. Beaucoup ont pensé que dès qu'il y a l'embargo, 10 jours après, il n'y aura plus rien à manger et à boire au Mali. Nous avons tenu grâce au monde des affaires, des plus grands jusqu'aux plus petits commerçants, des plus grands importateurs jusqu'aux petits tabliers et celui qui est dans sa petite boutique. Donc dans cette chaîne-là, nous sommes conscients du rôle que les commerçants détaillants ont joué, parce que c'est vous qui êtes près de la population la plus pauvre, qui n'a pas grand-chose, qui paye 100 francs, 200 francs, 500 francs. C'est elle qui est majoritaire dans le pays. Et c'est chez vous qu'elle va se servir. Donc si vous n'avez pas participé à cette résistance patriotique, là où vous êtes, le pays aurait cédé. Le gouvernement lui seul n'allait pas tenir. Parce que dans le combat que notre pays mène aujourd'hui, chacun à sa place est un soldat. Il y a les militaires qui se battent au front avec les armes. Il y a le monde des affaires qui se bat avec ses idées, sa capacité d'entreprise, son imagination, pour qu'il y ait toujours quelque chose à manger dans le pays. Parce que quand le peuple a faim, il ne peut plus tenir debout. Un peuple qui a faim ne peut pas affirmer sa dignité. Un homme qui a faim ne peut pas affirmer sa dignité et sa personnalité. Et si les Maliens tiennent debout, c'est grâce à deux catégories de personnes. Les paysans, les éleveurs, les pêcheurs et le monde des affaires, dont les commerçants d'État. Je voudrais donc vous saluer de façon particulière pour ça. Nous avons tenu aussi parce que le peuple est sorti. Le 14 janvier 2022, ce jour-là, c'est joué le destin de la transition. Quand les sanctions ont été prises, beaucoup pensaient que le gouvernement allait tomber KO et que le peuple allait paniquer et accepter tout. Le gouvernement n'est pas tombé KO, il a tenu bon, mais il a appelé le peuple pour voir qu'est-ce que le peuple pense de lui. Et le fait d'être sorti ce jour-là, massivement, plus de 4 millions de Maliens dans les rues, du jamais vu depuis l'indépendance, c'est ça qui a scellé le destin de la transition. Or, cette masse qui était à la place de l'indépendance, vous avez fermé vos boutiques, vous avez tout fermé au marché, on est au courant. Les premières personnes qui sont venues, c'est les opérateurs, c'est les commerçants, qui ont fermé toutes les boutiques, tout le monde est parti. Chacun a fait son affaire. Certains ont perdu de l'argent ce jour-là. Ils ont préféré aller à la place de l'indépendance pour participer eux aussi à la résistance de notre peuple, au combat pour la souveraineté de notre pays, avec les armes qu'ils ont en main. Je voudrais donc vous remercier pour ça. Vous savez, le hasard, souvent le destin fait qu'on peut se trouver à différents moments de l'histoire
à faire face à des questions clés. Effectivement, en 2003, quand j'ai été nommé ministre de l'Industrie et du Commerce, le président de la République d'alors, Feu ATT, nous étions allés à la Chambre du Commerce. En ce moment, c'est le Niger qui a assuré la présidence en exercice de la CEDEAO, de l'UEMOA. Le président du Niger, Feu Tanja, était là. Et les commerçants détaillants ont pris la parole ce jour-là pour dire leurs problèmes. C'est au sortir de la salle que le président m'a dit « Cherche-moi une solution à cette doléance des commerçants détaillants ». C'est comme ça que j'ai fait nommer un conseiller spécial uniquement sur un projet et un autre sur un deuxième, trouver une solution au problème des commerçants détaillants et aux femmes entrepreneurs. Et à moins de quelques mois, on a pensé, on a monté le projet. Mais il y a un aspect dont vous parlez aujourd'hui qui était dans ce projet-là mais qui n'a pas été pris encore. Nous avions voulu créer une banque dédiée spécialement au financement du commerce du détail. Parce que j'avais dit que les grands économistes qui ont étudié dans les grandes écoles en Occident, c'est un phénomène qu'ils ne connaissent pas. C'est propre à notre société. Et on connaît le rôle des détaillants dans la vie de la nation, la vie économique. Donc on avait imaginé créer une banque spéciale destinée uniquement avec des nouvelles règles au financement des détails. Et pour tester ça, on a fait un premier essai. Moi, j'ai lancé un appel. À moins d'une semaine, les commerçants d'État ont cotisé 90 millions, eux seuls, à la BDM, pour mettre les premiers fonds, pour que les banques acceptent de financer. Et moi, j'ai engagé des discussions, j'ai envoyé une équipe à la BAD. Quand j'ai exposé, ils ont trouvé que c'était génial, parce que personne n'avait pensé comme ça en Afrique. Et on a commencé à travailler sur le projet. Et il était en voie d'aboutissement en 2007. Bon, je suis sorti du gouvernement, je ne sais pas comment ça s'est passé. En tout cas, je n'ai plus entendu parler de la banque. Mais le dossier des commerçants d'État, il a commencé. Je me rappelle les premières personnes qu'on a financées. J'ai dit il faut aller jusque celles qui vendent le charbon, les salades, faire un prêt. Je ne sais pas si la philosophie a changé, mais en ce temps, c'était comment? On fait un premier prêt, on voit une femme qui vend des salades au marché, on lui prête 250 000 francs. Dès qu'elle rembourse, on lui donne 500 000. On voit un boutiquier, on évalue ce qu'il y a dans sa boutique à 1 million, 2 millions. On lui fait un prêt de 1 million pour renforcer sa boutique. S'il rembourse, on lui donne encore 2 millions. Voire des secteurs, de manière à arriver à un niveau critique où les commerçants d'État n'ont plus besoin d'être visités par les impôts, les taxes. Eux-mêmes, ils vont payer parce que quand tu présentes la preuve que tu as payé tes taxes, ça augmente tes chances d'avoir les prêts que tu veux. Je me rappelle en son temps, le directeur des impôts de Ségou m'a dit que lui, il est tranquille maintenant, ils ne sont plus obligés d'aller voir les gens. Les gens viennent payer eux-mêmes parce que quand tu as ton ticket là, ça te facilite le financement. On a eu une promesse de 8 milliards à la BAD. Bon, entre-temps, le projet est parti, j'ai appelé les banques. Il y a 2 banques qui ont dit qu'ils sont d'accord. La banque même, on a financé les commerçants d'État ont cotisé 90 millions en une semaine. Elle n'a pas voulu. J'ai dit au directeur de la banque, mais si vous ne pouvez pas faire des prêts, sauf les 90 millions, vous n'êtes plus une banque. Parce qu'il n'y a aucune différence entre vous et ma vieille grand-mère qui a son sondouk là où elle a son argent, elle enlève pour donner. Vous ne voulez pas prendre de risques. Vous n'êtes plus une banque. Mais il y a d'autres banques qui se sont engagées. Bon, après, je ne sais pas comment le projet a évolué, mais honnêtement, au début, on voulait que le commerce du détail devienne un secteur à part, avec ses règles, avec ses banques de financement et ainsi de suite. Et c'est quelque chose qui allait être spécifique. Et la BAD m'avait dit que si ça réussit, ils vont peut-être l'étendre à d'autres pays africains. Maintenant, je ne connais pas où est-ce que vous en êtes, mais j'ai l'impression que ça continue, même si une partie des idées de départ est partie. Le dossier des femmes entrepreneurs aussi, je l'avais monté, c'est un projet aussi, pour que les femmes qui sont dans le commerce à partir de 50 millions plus haut
aussi pu trouver des moyens de financer leurs activités. Ce projet aussi a été adopté au niveau du gouvernement. Bon, mais je pense pour des raisons politiques, on a enlevé au ministère et c'est parti, je crois, au ministère de la promotion de la femme. Je ne sais pas ce que c'est devenu maintenant. Mais en tout cas, au départ, c'était pour financer les femmes qui ont des activités économiques qui vont au-delà de 50 millions, pour qu'il y ait des grosses entreprises qui appartiennent à des femmes. C'était ça l'idée au départ. C'est pour vous dire que, honnêtement, entre le monde des affaires, notamment les commerçants détaillants, les femmes entrepreneurs, il y a quelque chose qui nous lie. Moi, j'avais nourri vraiment l'idée en son temps, à la demande du président, parce que c'était le président, il ne faut pas le nier, c'est lui qui nous a dit de chercher une solution. Parce que le rôle des ministres, c'est ça. Quand des problèmes sont posés, le président dit, bon, monsieur le ministre, cherchez-moi une solution. Effectivement, c'est les solutions qu'on a pu proposer. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, mais en tout cas, je dois dire que au moment où le peuple malien a eu besoin de vous dans les difficultés, vous avez répondu présent. Vous avez répondu présent en contribuant à l'approvisionnement du pays. Vous avez répondu présent quand il fallait sortir pour montrer à la communauté internationale que vous êtes avec le gouvernement, que le gouvernement en place est un gouvernement qui correspond aux intérêts des peuples maliens. Et puis il y a le nombre aussi. Ça aussi, c'est une force que vous avez. Le fait de vous mettre ensemble pour faire une force. Je me rappelle en son temps, il y avait beaucoup de difficultés entre les deux organisations des commerçants détaillants. Il y avait Sinakodem dirigé par Sako et un autre. Bon, moi j'ai préféré être au milieu. Chacun me dit que l'autre, il ne faut pas suivre ses activités. Bon, Sinakodem venait de naître, donc c'était un jeune bébé auquel on donne des coups souvent sur la tête. Il crie pour venir au ministère, on le caresse un peu la tête, on dit il faut aller doucement. Il faut grandir d'abord. Je crois que finalement, il finit par s'imposer. Parce qu'il y a la sélection naturelle. Les meilleurs, ils finissent toujours par s'imposer. Ceux qui ne sont pas bons là, soit ils disparaissent de la scène ou bien ils vont s'affaiblir. C'est pour cela que la dernière fois, lorsque j'ai été contacté ici par des commerçants aussi, moi je les ai reçus sans arrière-pensée. C'est après qu'on m'a dit attention, c'est pas ce que vous attendez. J'ai dit bon, c'est des commerçants, non. J'ai dit je vais les écouter aussi. Parce que de toute façon, le gouvernement c'est comme un père de famille. Les enfants, on les reçoit tous, mais les meilleurs, on les voit aux actes. C'est les meilleurs qui vont s'imposer de toute façon. Par leur travail, leur savoir-faire, leur façon de faire. Parce que si moi je me mettais tout de suite à dire celui-là est bon, l'autre n'est pas bon, bon, on va dire que le premier a choisi son camp, maintenant il veut politiser les organisations, il a ses partisans, il n'a pas ses partisans. Or je sais que ce gouvernement-là a des partisans partout au Mali. Toutes les organisations que vous avez au Mali, les patriotes qui militent, même si d'autres raisons les opposent, mais quand il s'agit du Mali, ils sont tous d'accord. C'est pour cela que j'ai dit à mon chef de cabinet, la solution, je vais les recevoir dans tous les cas. Et moi, je sais le rôle qu'ils jouent. On va les rencontrer, les écouter. Et le discours que vous venez de dire, et moi, ça m'a plu quand je vous ai dit que vous êtes un bon ministre des Affaires étrangères, pas seulement un porte-parole. Je pense que c'est un discours très bien structuré, avec des revendications présentées de façon très courtoise, mais de façon ferme. C'est ça aussi la représentation. Les sanctions, effectivement, les problèmes de crise du ciment, on est en train d'en parler tous les jours. Et vous savez que, en tout cas, votre président, lui, il est sur tous les fronts maintenant. Je crois qu'il est même le ministre des Affaires étrangères bis, parce que partout on envoie des délégations pour résoudre nos problèmes économiques. Il est dans les délégations. Et quand les partenaires le voient, ça les rassure. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde, c'est le privé, hein, il ne faut pas vous tromper. Même tous les pays où vous voyez qu'on peut discuter là, la finalité c'est avec les privés. Hein. Parce que l'État ne fait plus le commerce là, ça c'est terminé. L'État peut servir d'intermédiaire. Mais un État commerçant, un État vendeur, on l'a essayé, ça ne marche pas. Donc tôt ou tard, quel que soit le travail que l'État fait, les délégations, c'est juste pour ouvrir les portes sur le plan politique.
Mais les affaires même, c'est les Maliens qui vont faire les affaires avec les pays de ces pays. Même les Russes, ils vont faire les affaires avec les Maliens. Hein. L'État malien sert d'intermédiaire pour ouvrir les portes. Parce que chez eux aussi, ce n'est pas l'État qui commerce, c'est les privés. C'est les entreprises privées. Il est vrai que politiquement, quand l'État donne des orientations, les privés suivent. Mais c'est les privés qui font leurs affaires. Et l'embargo qui nous frappe doit être utilisé comme une opportunité. Je viens de recevoir les Russes ici, j'ai donné leur cas, je leur ai dit que je connais bien l'histoire de leur pays. Même au moment de la guerre froide, vous avez les missiles braqués les uns sur les autres, les Russes achetaient le blé avec les pays occidentaux. Mais quand on a pris l'embargo contre eux, en 2014, leur gouvernement a dit, bon, maintenant il faut que j'arrive à nourrir ma population. Ils ont décidé d'investir massivement, de subventionner, d'aider les privés. En moins de 10 ans, vous entendez, on vous dit que le prix du blé sur le marché est monté à cause de la Russie. Et aujourd'hui, ils exportent plus de produits agricoles. L'argent qu'ils reçoivent de l'exportation des produits agricoles est supérieur à l'argent qu'ils ont dans l'exportation des armes. Très peu de personnes le savent. Les produits agricoles qu'ils exportent leur apportent plus d'argent que les armements. Parce que leur gouvernement a décidé à un moment donné de transformer l'embargo à une opportunité pour régler certains de leurs problèmes. C'est la même chose que nous voulons faire. C'est pour cela que nous diversifions notre partenariat. Même avant l'embargo, c'est un choix que le président de la transition a fait dès son installation en juin 2021. Il a dit qu'il faut qu'on diversifie notre partenariat pour ne plus être l'otage de quelques pays que ce soit. Et il fallait commencer par le domaine où on en avait le plus besoin, c'est le domaine de la sécurité et la défense. Quand on tire les villageois par centaines, vous avez une horde de terroristes qui tombe sur un village. Pendant des heures, ils massacrent tout le monde. L'armée ne peut pas aller. Parce qu'elle n'a pas les moyens. Elle est obligée de demander à des partenaires qui peuvent accepter ou non, ou qui peuvent prendre des heures avant d'accepter. Entre-temps, les terroristes ont fini de tuer tout le monde dans le village. Ou bien ils tombent sur un camp militaire. Ça dure 7 heures de temps. Les militaires n'ont pas de secours. Ils finissent par les tuer tous parce qu'on n'a pas les moyens d'envoyer des hommes pour aller les secourir. Ou bien les militaires meurent. On ne peut pas rapatrier les corps parce qu'on n'a pas les moyens. On est obligé de faire des fosses communes. Donc, dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait diversifier les partenariats pour trouver la solution. Tout notre problème, c'est ça. On a dit à personne de partir. Maintenant, il y en a qui se sont fâchés, qui ont dit si vous partez ailleurs que là où on veut, nous on va partir. Mais on a dit mais qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut même pas acheter des lunettes à vision nocturne pour nos militaires. Donc on devait rester comme ça. Bon, on va continuer à applaudir. C'est un gouvernement démocratiquement élu. Ou quand ils sont bien, on va être dans les forums, le président va être applaudi, on va lui donner des décorations, mais le pays va continuer à sombrer. Le président Assimi Goïta, dès son investiture, a dit non. Il dit qu'il faut diversifier les partenariats du Mali. Tous les pays qui sont d'accord pour nous aider à finir avec le terrorisme. Et nous avons décidé, parmi les partenaires, parce que vous voyez, on ne parle que de la Russie. Mais en fait, ce n'est pas avec la Russie seule qu'on travaille. On travaille avec tous les pays qui sont d'accord à nous aider. Mais comme ils ne parlent pas de nous aussi, on ne dit rien. Et en diversifiant notre partenariat, aujourd'hui, ce n'est plus possible qu'il y ait des heures et des heures de combat sans que l'armée n'aille au secours. Il n'y a pas un coin du territoire où nous avons besoin de l'autorisation de quelqu'un. Personne, nous demandons l'autorisation de personne. Avant, quand on voulait aller dans certaines parties du territoire, on nous dit non, c'est la zone d'entraînement nocturne de Takuba, c'est la zone d'entraînement de telle force militaire où vous ne pouvez pas aller. Ça, c'est terminé.
Aujourd'hui, n'importe quel coin du territoire, si le président ordonne, le haut commandement militaire ordonne, notre armée est capable d'être présente et faire face aux terroristes. Les tueries massives de plusieurs dizaines de personnes dans les villages, c'est terminé. Maintenant, il y a des groupes qui terrorisent des villages. Ils tombent sur des groupes, ils les chassent. Bon, vous avez 10 personnes armées, et ils peuvent désarmer tout un village, ils les obligent à quitter les villages. Mais les situations qu'on connaissait avant, c'est fini. Maintenant, le haut commandement militaire va aussi réfléchir et continue d'ailleurs à trouver des solutions pour que nous puissions pacifier le pays. Bon, cette diversification avec la Russie et d'autres partenaires, parce que les équipements que nous avons aujourd'hui, ça ne vient pas seulement de la Russie, et qui nous vaut tout ça. La deuxième chose, nous avons dit que même si vous sécurisez votre population, sur le plan militaire, si elle n'a pas à manger, un homme qui a faim, il ne peut pas affirmer sa dignité. Donc là aussi, on a dit qu'il faut diversifier notre partenariat pour aller chercher là où il y a le blé, là où il y a le pétrole, le carburant, là où il y a le ciment, là où il y a le gaz, partout où nous pouvons trouver des partenaires pour que notre pays soit à l'abri, n'est-ce pas, des pénuries. Mais lorsque nous discutons, après, qui s'occupe de réaliser? C'est le monde des affaires, c'est vous. Sans vous, rien ne marche. Le gouvernement peut aller faire toutes les discussions, mais s'il n'y a pas les intermédiaires, les opérateurs économiques, ça ne marchera pas. Donc là aussi, je voudrais vous saluer pour tout ce que vous faites pour notre pays. Pour le reste, vous savez très bien les priorités de la transition. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 5. La première priorité, c'est la sécurité. Sans sécurité, il n'y a rien. Il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de développement. La deuxième priorité, c'est les réformes politiques institutionnelles. La troisième priorité, c'est la lutte contre la corruption et l'impunité. La quatrième priorité, c'est l'organe unique chargé des élections pour qu'une fois que les élections se passent, qu'il y ait le moins de contestation possible. Et enfin, la mise en œuvre qu'on a dit intelligente de l'accord pour la paix et la réconciliation, on a ajouté le mot intelligent parce qu'il y a une partie de la population qui disait qu'elle ne se reconnaît pas dans l'accord. Il y a une partie qui l'accepte, il y a le gouvernement qui l'accepte, donc il faut trouver un juste milieu. On a dit qu'on va mettre l'accord en œuvre en veillant sur 4 choses. L'unité du pays, l'intégrité du territoire, la souveraineté de l'État malien sur tout le territoire, la forme laïque et républicaine de l'État. Personne ne va imposer sa religion à l'autre. Celui qui veut être chrétien, qui veut être animiste, qui veut être musulman, c'est son droit. Voici les 4. En dehors de ça, tout le reste, on peut négocier entre nos frères pour qu'il y ait la paix dans notre pays. C'est ça les priorités du gouvernement. Et ces priorités, nous vous demandons de continuer à nous soutenir. Avec nos frères de la CEDEAO, nous avons fait tout le travail diplomatique. Le président lui-même parle avec ses homologues régulièrement. Nous espérons que demain, on pourra trouver un terrain d'entente. On pourra trouver un terrain. Mais je dis à beaucoup de Maliens que même si l'embargo est relevé, les problèmes ne seront pas finis. Parce que les problèmes sont mondiaux. Aujourd'hui, à cause de l'embargo, c'est psychologique. Comme je dis, même quand quelqu'un a mal à la tête, celui qui est contre le gouvernement va lui dire les mots de tête là. Vraiment, il faut que l'embargo taka bonka. Mais quand l'embargo va finir, les réalités restent. Les gallons de carburant aux États-Unis, ça coûtait $1 et quelques il y a un an. Maintenant, c'est $4. Au Canada, ça faisait moins de $1, ça faisait 80 centimes. C'est maintenant à $2 et quelques. Il n'y a pas d'embargo là-bas. Donc, c'est pour vous dire que même quand l'embargo va finir, nous aurons toujours les problèmes. Mais ces problèmes aussi, les Maliens vont les résoudre comme on a l'habitude de le faire. C'est pour ça que le ministère de l'Industrie et du Commerce, le ministre, il a un engagement urgent. Il a demandé la permission pour être absent. Votre ministère des tutelles, le ministère des Finances, il faut continuer les discussions avec eux sur vos revendications. Ce qui sortira de vos discussions, il nous l'amènera, on va l'examiner avec l'ensemble du gouvernement pour qu'on prenne les décisions qui vont dans le sens des intérêts de notre population et ces intérêts aussi coïncident avec les vôtres. Il y a beaucoup de choses qui se disent sur les commerçants, mais malheureusement, on ne peut pas vivre sans eux. N'est-ce pas? Et le commerce aussi,
Les gens le font pour avoir des bénéfices. Personne ne rentre dans le commerce comme ça. Tu ne vas pas faire son commerce à perte. On part à la mosquée là. C'est pour aller au paradis. C'est pas pour aller être chicoté à l'au-delà. Sinon personne ne va à la mosquée. Donc les hommes, ils font le commerce pour avoir des intérêts. Maintenant, c'est que l'appel que nous lançons, c'est aussi continuer dans le sens patriotique que vous avez montré. C'est-à-dire pendant la crise là, il faut être solidaire des Maliens. Il ne faut pas augmenter exagérément les prix. On sait qu'il y a toujours 2 ou 3 personnes qui le font après. Ça c'est dans toutes les professions de tout façon, c'est pas chez vous seulement. Il suffit qu'on trouve 1 ou 2 personnes qui spéculent. Bon, quelqu'un peut dire que c'est tous les commerçants. Nous savons que ce n'est pas tous les commerçants. Parce que si tous les commerçants s'entendent pour créer les difficultés, aucun pouvoir ne peut tenir. Donc NIA et le pouvoir tient. Il y a beaucoup de raisons, mais il y a le fait que les commerçants sont solidaires du gouvernement. Si le monde des affaires s'était détourné du gouvernement, il n'allait pas tenir. Je voudrais donc vous remercier pour ça et vous dire que nous sommes toujours ouverts. Nous sommes très fiers du monde des affaires malien. Nous continuerons à faire ce qui est nécessaire pour que vous soyez aussi fiers de votre gouvernement. Nous voulons qu'à la fin de cette transition, tous les Maliens, dans leur grande majorité, en âme et conscience, ils se disent vraiment Barakera. Si la majorité des Maliens va avoir ce sentiment-là, nous pensons qu'on a rempli notre mission. Ce qui viendra après, on va baliser la route pour que les questions de défense et de sécurité qui sont à la base du changement de régime plusieurs fois puissent être réglées. La bonne gouvernance, la lutte contre l'impunité, la corruption, toutes ces questions soient résolues, atteignent un point de non-retour. Comme ça, les prochaines autorités vont être appelées à une bonne gouvernance pour que les Maliens puissent vivre mieux. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup encore de tout ce que vous faites pour le pays. Merci bien.